Bonjour, alors dans cette vidéo, on va utiliser le logiciel GeoGebra pour faire une petite animation donc d'un mouvement qui est, on va dire, relativement quelconque. Alors GeoGebra, c'est un logiciel que vous avez sûrement déjà utilisé au lycée et donc qui permet de faire de la géométrie mais dynamique. Alors avec cette simulation, on va essayer de voir ou revoir deux choses. Premièrement, la notion de composante de vecteur qui est absolument fondamentale en mécanique. Et donc on va regarder pour le mouvement donné ici les composantes du vecteur vitesse et du vecteur accélération. On en profitera également pour revoir comment est construit le vecteur accélération. Et puis on en profitera pour vérifier les formules qu'on a démontrées en cours qui donne l'expression de la vitesse et de l'accélération en coordonnées cylindriques. Voilà, donc toute l'étude ici va être faite en coordonnées cylindriques. Alors pourquoi? Eh bien, regardons le mouvement. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé GeoGebra, donc là on a la fenêtre principale. Ici à gauche, on a une colonne qui donne tous les calculs que j'ai fait pour arriver à cette simulation. Bon, on ne va pas forcément regarder ce qui a été écrit. Vous pouvez regarder, vous, hein, puisque vous avez le fichier qui est couplé à cette vidéo YouTube. Donc ça, on va fermer pour avoir plus de place. Voilà. Donc ici, j'ai introduit quelques cases qu'on peut cocher ou non pour faire apparaître certains objets sur le graphique. Alors au début, donc, j'en ai coché très peu, parce que sinon vous allez voir que ça va être rapidement assez touffu comme figure. Donc cette première case, c'est tout simplement le point M, donc qui est par exemple le centre d'inertie de l'objet dont on cherche à caractériser le mouvement. Donc ensuite, on va voir les autres. Ici, on a un petit curseur qui est le curseur temps. Donc j'ai défini ici le mouvement entre t égale 0 secondes et 5 secondes, bon, on s'en moque. Et ici, on a le pas de calcul, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on a calculé les coordonnées, vitesse, accélération, tout ça, tous les 0,1 secondes. Alors, ce pas a un double avantage, c'est qu'il est relativement petit par rapport à la durée du mouvement, 5 secondes, 0,1 seconde. Donc ça veut dire que les grandeurs qu'on va calculer à partir de ce pas pourront être, on va dire, relativement bien assimilées à des grandeurs instantanées, comme on a vu dans le cours. En gros, ça veut dire qu'on peut considérer que dt est très très petit et donc que la dérivée temporelle revient à diviser le terme par cet intervalle dt. Bref, et deuxième avantage, c'est qu'il n'est pas non plus trop petit pour qu'on puisse voir un petit peu la variation des vecteurs entre un instant t et un instant t plus dt. Donc regardons un petit peu le mouvement. Du coup, il suffit de cliquer sur le curseur, donc on va le ramener à 0. Hop. Et donc avec la flèche droite, on peut faire avancer le point M. Voilà, donc ici on a une espèce de chronophotographie. Donc en même temps, vous voyez que les points restent. Donc ça permet en fait comme ça d'avoir une espèce de trace du mouvement. Alors déjà, juste avec cette espèce de chronophotographie, on peut remarquer directement, donc si je fais bien les mêmes intervalles de 0,5 secondes, donc on peut faire tous les 0,1, mais ça fait beaucoup de points. Donc on peut déjà dire que ici, les points sont beaucoup plus rapprochés qu'ici, donc a priori, la vitesse en norme va augmenter au cours du mouvement. Donc après, c'est pas évident de parler d'accélération, bon, on va voir ça avec le programme. Alors, dans quel repère va-t-on étudier ce mouvement? Donc, pour l'instant, je m'intéresse qu'à un mouvement à deux dimensions, donc ici dans le plan. Et donc, on a le choix, pour l'instant, entre deux repères, le repère cartésien et le repère cylindrique. Et donc, ici, on a un mouvement où, globalement, l'objet tourne autour du centre. Donc ici, ça sera beaucoup plus simple d'utiliser le repère cylindrique ou sa variante en 2D qui est le repère polaire. Donc je vais introduire le repère cylindrique, voilà, avec donc les fameux vecteurs unitaires tournants, euro et phi. Donc je rappelle rapidement, hein,
euro, c'est le vecteur qui est dirigé du centre du repère vers le point M qui est dans le plan horizontal. Si le point M n'est pas dans le plan horizontal, c'est dirigé vers la projection de ce point dans le plan horizontal. Donc le vecteur euro suit toujours la direction du point M, c'est ça sa caractéristique. Il est aimanté entre guillemets au point M. Et du coup, le vecteur EΦI, le compagnon, eh bien lui, il fait toujours l'angle plus pi sur 2 avec euro. Donc quand euro tourne, eh bien EFI automatiquement tourne également de la même quantité. Voilà. Et puis donc, vous remarquez qu'en plus, vous avez ici des droites en pointillés, en tiré. Eh bien en fait, ça représente les directions justement des deux vecteurs unitaires. Donc ça va être important parce que les composantes des vecteurs, je vous rappelle que c'est justement la quantité des vecteurs sur les directions élémentaires du repère. Donc ici, ça va être la quantité d'un vecteur sur la direction ρ et la quantité de ce même vecteur sur la direction EφI qui vont donner les composantes ρ et φ. Donc on va voir évidemment des exemples. Donc ici, on a la direction de euro, bon là c'est facile. Et puis ici, on a la direction de EφI, on voit bien que c'est perpendiculaire à EφI. Et pourquoi je l'ai tracé ici et non pas au centre? C'est parce que ce sera plus simple pour chercher la composante selon φ des différents vecteurs, puisque en fait les différents vecteurs, vu qu'ils sont caractéristiques du mouvement, eh bien on va les tracer à partir du point M. Voilà, donc comme ça, ce sera plus simple pour voir cette composante φ. Alors justement, donc traçons le premier vecteur. Le plus simple, c'est donc le vecteur vitesse de notre objet suivi à chaque instant t. Donc le voilà. Donc vous savez depuis longtemps que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc si je fais défiler le temps, c'est bien ce qu'on a. Au départ, le vecteur vitesse est horizontal parce qu'on voit bien que ici la tangente est horizontale. Et puis ensuite, eh bien, il est toujours tangent à la trajectoire. Donc il est tangent à la trajectoire, mais on voit que sa taille varie, sa norme varie. Donc là, sa norme est, on va dire, relativement petite, et puis au fur et à mesure, sa norme augmente, tout en restant toujours tangent à la trajectoire. Donc ici, la trajectoire, ce n'est pas un cercle, comme vous avez pu voir en terminale. C'est plus compliqué que ça, mais on peut imaginer, c'est le début d'une spirale. Et donc, le vecteur vitesse ne va pas être uniquement orthoradial. Donc justement, maintenant, intéressons-nous aux composantes du vecteur vitesse. Donc les composantes, par exemple, on va se placer là. Donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment très important. Vous avez le vecteur ici, qui a une certaine direction et un certain sens, une certaine norme. Et donc chaque composante, ça va être la quantité de ce vecteur dans la direction correspondante. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez le vecteur vitesse qui est comme ça. Et donc on cherche, pour avoir la composante Véro, eh bien, la quantité de cette flèche qui est dans la direction euro. Donc ça va être, clac, clac, cette quantité-là. On voit que le vecteur vitesse, il va de cette quantité-là dans la direction euro. Et ensuite, il va de cette quantité-là dans la direction EφI. Ou sinon, si je préfère, je fais une projection orthogonale, et du coup, c'est de cette quantité-là sur la direction EφI, ce qui est pareil. Ensuite, je rappelle que ce sont des quantités algébriques, les composantes, donc il faut regarder si ça va dans le sens positif ou négatif par rapport au vecteur unitaire. Donc on a euro qui va vers l'extérieur, donc ici, la projection du vecteur vitesse sur euro, eh bien, elle va également vers l'extérieur. Donc ici, la composante Véro va être positive. Ensuite, la composante Vφ, donc c'est la projection du vecteur vitesse sur cette direction-là, puisque la quantité, c'est en fait la projection, c'est comme ça qu'on l'obtient. Eh bien, on voit bien que cette quantité, elle est également dans le sens de EφI. Donc, on a ici une vitesse qui est, donc une composante de vitesse selon φ qui est également positive. Et donc, a priori, on a ça, en fait, quel que soit l'instant, avec a priori des valeurs de composantes qui changent. Donc là, on a bien, là aussi, la valeur de la vitesse selon ρ qui est là, qui est positive, la valeur selon φ qui est là, qui est positive également. Et on remarque qu'à t égale à 0, eh bien la vitesse est purement radiale. Donc la vitesse n'est que selon euro, donc je peux dire que la composante Véro, eh bien c'est le vecteur tout entier, donc c'est égal à la norme de la vitesse. Véro égale v, à t égale à 0. Et Vφ,
ici, le vecteur vitesse n'est pas du tout dans la direction de phi, donc v phi est égal à 0. Alors du coup, ça, on peut le reprendre sur un fichier que également je vous ai joint. Voilà, donc pour garder une trace. Donc ici, à cet instant t, donc ce qu'on a expliqué, là je fais la projection orthogonale du vecteur vitesse sur la direction euro, et donc ça, c'est la composante v ρ, qui est donc positive avec ce qu'on a vu. Donc, pour avoir le vecteur vitesse, il faut aller de cette quantité-là dans la direction euro. Et puis ensuite de cette quantité-là dans la direction e phi. Alors cette quantité-là, on peut la trouver également dans la projection orthogonale. Ici, du vecteur sur la direction e phi. Et donc ici, on obtient v phi. Et donc les deux sont positives. Si je regarde à un autre instant, donc on a v ici, et on a, je vais peut-être faire d'une autre couleur, donc je prends le vecteur vitesse et je le projette sur la direction e phi qui cette fois-ci est comme ceci. Et donc on a ici v phi, donc qui est beaucoup plus petite que sur la diapo d'avant. Par contre, si vous regardez, si vous mesurez, eh bien v ρ ici, à cet instant-là, eh bien c'est la même chose que v ρ ici. Donc en fait, il semblerait que v ρ reste constante au fil du mouvement. Donc ça, c'était pas évident du tout à anticiper avec la chronophotographie. Par contre, on va voir si c'est bien cohérent avec l'expression algébrique qu'on a déterminée en cours. Donc cette expression, je vous l'ai rappelée ici. Donc en 2D, la vitesse à l'instant t, c'est ρ point, donc la dérivée temporelle de la distance par rapport à l'axe z, ρ, dans la direction euro, plus ρ fois la vitesse angulaire phi point dans la direction e phi. Et donc, ça, c'est v ρ, et ça, c'est v phi. Alors ensuite, je ne vous ai pas encore dit, mais du coup, le mouvement qu'on obtient dans la simulation, on l'obtient en prenant comme coordonnée, eh bien, celle-ci. Donc j'ai posé que ρ de t, c'était une constante fois le temps, et j'ai posé que phi de t, c'était une autre constante fois le temps. Donc si vous voulez, vous avez le fichier, vous pouvez vous amuser à changer. Vous pouvez mettre a racine de t, a t carré, vous pouvez changer la valeur de a, voir ce que ça change, même chose pour b. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser avec le fichier, il n'y a pas de souci, c'est là pour ça. Et donc, si j'utilise les lois horaires des coordonnées dans cette expression théorique de la vitesse, eh bien j'obtiens que v ρ qui est égal à ρ point, donc la dérivée temporelle de ρ, eh bien c'est égal à a. Et donc on trouve bien ce qu'on a dit il y a 30 secondes, qui est que la composante de la vitesse selon la direction ρ reste toujours la même. Donc ça on n'aurait pas du tout eu avec des coordonnées cartésiennes, on n'aurait pas du tout eu cette spécificité-là. Voilà, et ensuite donc v phi, donc le calcul c'est ρ fois phi point, donc ρ c'est at, et phi point, bah, c'est tout simplement b. Et donc on obtient que à t égale à 0, eh bien v phi est nul, c'est bien ce qu'on avait dit également, et on a le fait que v phi est une fonction croissante avec le temps. Donc c'est aussi ce qu'on a vu, la vitesse selon phi augmente, or la norme de la vitesse c'est la racine carrée de v phi carré plus v ρ carré, v ρ donc v ρ c'est une constante, donc ça va être a carré, et donc ici le fait que v phi augmente linéairement avec le temps, eh bien ça implique que la norme de la vitesse augmente elle aussi. Alors pas linéairement mais elle augmente. Et donc c'est bien ce qu'on a vu, le vecteur vitesse grandit au fur et à mesure du mouvement. Donc tout est bien cohérent. Alors ensuite regardons donc l'accélération. Alors déjà comment fait-on pour construire l'accélération? Donc là on revoit un petit peu ce qu'on avait déjà vu dans le cours,
Mais du coup, on utilise la simulation pour un petit peu mieux le voir. Donc là, ici, j'ai le point M à l'instant t et la vitesse instantanée à l'instant t. Donc, je n'ai pas fait sur le même fichier comment on fait pour déterminer cette vitesse. On prend OM à l'instant t', enfin t plus dt, moins OM à l'instant t, et on divise par dt. Bon. De toute façon, on va voir la même chose pour l'accélération. Donc, si vous avez compris l'accélération, vous avez compris la vitesse. Bref, je ne voulais pas trop surcharger cette simulation. Donc, on a la vitesse à l'instant t et le point M à l'instant t. Du coup, maintenant, je vais dessiner le point M à l'instant t plus dt, donc à l'instant ultérieur, très très proche. Donc, c'est le point que j'ai appelé MP. Et je vais tracer également la vitesse à cet instant t plus dt. Voilà. Donc ici, les deux points sont très proches, c'est logique, puisque j'ai pris un intervalle de temps dt très petit par rapport au temps du mouvement. Donc il est là, le point M', c'est-à-dire le point M à l'instant t plus dt. Et là, donc, on a la vitesse prime, donc qui est la vitesse à l'instant t plus dt. Donc on voit que cette vitesse, déjà, elle a changé de direction. Donc il va déjà y avoir une partie de l'accélération à cause du changement de direction de la vitesse. Et puis on pourrait voir également, en mesurant, qu'elle a également changé de norme. Donc c'est ce qu'on a dit juste avant, hein, la norme de la vitesse augmente avec le mouvement. Donc deux raisons qui font que l'accélération dans ce mouvement est non nulle. Alors comment faire pour déterminer l'accélération? Eh bien, l'accélération, c'est la variation de la vitesse entre deux instants divisé par le délai, l'intervalle temporel entre ces deux instants. Donc c'est delta V sur delta T. Du coup, ici, delta V, ça va être la vitesse à l'instant t plus dt moins la vitesse à l'instant t, c'est-à-dire la vitesse verte moins la vitesse bleue. Et ensuite, je vais diviser par delta t, qui est ici 0,1 seconde. Mais ça, je l'ai déjà rentré dans GeoGebra, donc je divise par dt. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Vitesse à t plus dt moins vitesse à l'instant t. Eh bien, l'idée, c'est, pour bien le voir, je vais tracer la vitesse à l'instant t plus dt au niveau du point M. Parce que ici, du coup, vous ne pouvez pas faire directement, vous ne pouvez pas dire directement que la différence, c'est ce vecteur-là. Parce que là, les deux vecteurs, vous ne les avez pas pris à la même origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre à la même origine. Tac. Et donc je vais effacer celui au point MP. Voilà, donc c'est la vitesse à l'instant t plus dt ramenée au point M. Et ainsi, la différence, elle va être ici. Donc la vitesse à l'instant t moins la vitesse à l'instant... Non, pardon. La vitesse à l'instant t plus dt moins la vitesse à l'instant t, eh bien, ça va vous donner cette différence-là. Donc la variation, elle va être comme ça. Alors la preuve, c'est que je l'ai calculée. Hop, elle est là. Donc ce vecteur-là, c'est bien ce vecteur-là. Voilà. Et enfin, donc ça c'est delta V, mais qui est très petite. C'est normal, hein, puisque la vitesse, on regarde sa variation que sur un tout petit intervalle de temps, donc c'est normal que la variation soit très faible. Mais l'accélération, c'est rapporté, c'est en référence à l'intervalle de temps. Donc tout de suite, l'accélération va être beaucoup plus grande. Et donc, on la trace ici. Donc logiquement, le vecteur accélération, il est collinéaire à delta V, hein, puisque c'est le vecteur delta V divisé par un scalaire qui est dt. Donc, ça ne change pas de direction. Voilà, donc maintenant je peux effacer dv. Et donc, on voit que l'accélération, du coup, elle est comme ceci. Voilà, donc maintenant je peux effacer également la vitesse à l'instant t plus dt. Voilà. Donc on a désormais la vitesse et l'accélération. Donc je peux dézoomer un petit peu. Et puis donc on peut regarder un petit peu comment évolue l'accélération au cours du mouvement. Hop. Donc on voit qu'elle est non nulle au départ. Hein. Attention, c'est pas parce que ça démarre qu'il n'y a pas d'accélération. Ça c'est une erreur qui est assez souvent commise. Au début du mouvement, il y a tout de suite une accélération. Parce que tout de suite la vitesse varie. Allez, regardons. Tac. Donc on voit que l'accélération, elle augmente en norme. Voilà. Donc au début, elle est comme ça, elle est quasiment verticale, c'est-à-dire qu'elle est quasiment selon phi. Puis au fur et à mesure, on voit que la composante selon ρ gagne un peu du terrain. Et du coup, même à la fin,
on voit que l'accélération est plus selon ρ que selon φ. Alors du coup, on va préciser ça en traçant les composantes, comme on a fait sur la vitesse. Donc je vais aller un petit peu plus vite que ce qu'on a fait pour la vitesse. Voilà l'accélération. Donc on a toujours en pointillé la direction de ρ et la direction de φ. Donc les composantes, je projette, je regarde la quantité du vecteur sur la direction. Donc je vais commencer pour changer par celle-ci. Donc là je projette orthogonalement le vecteur sur la direction EφI. Et donc j'en déduis que c'est cette quantité-là que le vecteur doit parcourir selon EφI. Donc ça va être A phi. Et ensuite pour ρ, donc je projette sur la direction de ρ, et donc voilà A ρ. Donc il y a bien une partie selon φ et une partie selon ρ pour le vecteur accélération. Alors par contre, attention, par rapport à tout à l'heure à la vitesse, eh bien on voit que A phi est bien dans la direction de E phi. Donc A phi va être positive, mais par contre, A ρ, ici, va vers le centre, c'est-à-dire dans le sens opposé à euro. Donc A ρ est négative. Alors vérifions cela avec les expressions théoriques qu'on a démontrées donc, dans une autre vidéo. Allez, on accélère. Donc voilà l'expression. Ça c'est A ρ. Ça c'est A phi. Donc ça a l'air très compliqué, mais comme on l'a déjà dit dans l'autre vidéo, eh bien, des choses vont se simplifier grâce à cette expression qui est quand même un petit peu simple de ρ et de φ en fonction du temps. Donc allons-y. A ρ, c'est égal à ρ point point, c'est-à-dire c'est la dérivée seconde de ρ. ρ, quand je le dérive une fois, ça fait A, une constante, donc quand je la dérive une seconde fois, eh bien, ça fait 0. Moins ρ, donc ρ c'est AT, fois phi point carré. Alors attention, phi point carré, ce n'est pas la dérivée seconde. C'est la dérivée première, donc c'est la vitesse angulaire, fois elle-même. Donc la vitesse angulaire, phi point, ici c'est b. Ok, phi point c'est la dérivée de ça, donc c'est b. Et donc je vais avoir phi point au carré, donc b au carré. Voilà. Donc c'est égal à moins ab carré t. Or, A et B sont positifs, strictement. Du coup, eh bien, vu que le temps est lui aussi positif, eh bien, on a bien que l'accélération radiale, elle est négative, quel que soit l'instant. Et donc, c'est bien ce qu'on a, hein, quand vous faites défiler le temps, l'accélération va toujours globalement, regardez, elle va bien selon moins euro. Même au tout début. Au tout début, euro est tout petit, donc, puisque la direction euro, c'est ici l'horizontale vers la droite. Et donc, ici, la composante selon euro, elle est toute petite, mais elle est bien négative. Ça va bien un peu vers la gauche. Voilà, et pour A phi, hop, donc ça fait 2 ρ point phi point, donc 2 ρ point c'est A, phi point c'est B, donc une constante, plus ρ, c'est-à-dire AT, fois phi point point, donc phi point c'est B, donc phi point point c'est 0. Et donc on obtient 2AB, c'est-à-dire une constante positive. Et donc effectivement, si vous regardez attentivement le vecteur accélération et sa composante selon phi, qui ici vaut ça, et bien en fait vous remarqueriez qu'à chaque instant, eh bien, la composante selon phi vaut toujours ça. Alors, a priori. C'est vrai que ça paraît bizarre, là, on a l'impression que c'est quand même plus grand. Donc là, ça fait à peu près 2. Et là... Et là, ouais, ça fait à peu près 2 aussi. Donc ouais, c'est bien cohérent. Ok. Alors pour finir, je vous propose également sur GeoGebra la même chose, donc le même mouvement, mais en 3D. Donc vous avez également le fichier. Donc on va aller vite. Il est où? Il est là. Voilà. Donc j'ai rajouté un Z qui dépendait du temps. Le Z que j'ai rajouté, donc il est quadratique avec le temps, donc c'est une constante fois t carré. Donc on va regarder le résultat.
hop. Alors, donc, voilà en 3D. Donc Z, c'est le bleu. Voilà, et donc on voit le point M là qui se déplace. Et donc on voit que ça fait sa spirale de tout à l'heure, mais en plus ça monte un peu comme un escalier en colimaçon. Sauf que là, c'est un escalier dont les marches sont de plus en plus hautes, puisque Z varie quadratiquement avec le temps. Voilà, donc ça c'est pratique d'avoir un logiciel, parce que ça, pour bien le voir sur une feuille, c'est pas évident. Voilà, donc pareil, vous pouvez vous amuser, vous pouvez changer les paramètres, vous pouvez changer d'angle. Voilà, faites-vous plaisir. Voilà. Et donc juste pour finir, on voit que la vitesse, donc en 3D, elle va avoir 3 composantes. Voilà, donc on va simplement rajouter la composante selon Z, donc la composante verticale. Ici, on voit que la composante verticale, donc ça va être... Alors là en 3D, c'est pas évident du tout. La composante verticale, elle est là. En gros, c'est donc la projection du vecteur vitesse sur la direction verticale. Et donc on voit qu'ici, Vz est positive. Et elle est toujours positive quand vous faites l'animation. Alors ça c'est logique puisque donc Vz qui est égal à Z point, eh bien ça va être égal à Ct. Donc la vitesse elle est toujours positive et elle augmente avec le temps. Voilà, et puis ensuite pour les vitesses, donc les deux composantes horizontales, en fait vous voyez qu'on n'a rien changé aux coordonnées. Et évidemment, l'expression des deux composantes reste la même. Donc on doit avoir exactement la même chose. Et du coup, pour voir ce que ça donne, il suffit de faire une vue de dessus. C'est le plus simple. Donc hop. Voilà une vue de dessus. Voilà. Et là, du coup, on voit bien le vecteur vitesse, comme tout à l'heure. Une composante selon ρ positive et une composante selon phi positive qui augmente au fur et à mesure. Donc c'est bien cohérent avec tout ce qu'on a vu. Voilà, donc encore une fois, manipulez, aidez-vous de cette simulation pour bien voir ce que sont les composantes. Et donc j'espère qu'en même temps, vous avez vu comment on pouvait simplifier les expressions a priori compliquées des vecteurs vitesse en coordonnées cylindriques et également le vecteur accélération. Voilà, je vous remercie.